Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. On va parler dans un instant des refus d'obtempérer. D'abord un mot de cette loi qui arrive aujourd'hui au Sénat, la loi qui étend les pouvoirs des polices municipales. Soyons très concrets, si elle est bel et bien votée, qu'est-ce que ça changera concrètement pour la sécurité de nos concitoyens? Est-ce qu'il y aura un avant, un après? Oui, il y aura un avant et après pour les polices municipales, c'est le but, c'est une volonté forte des élus locaux, des associations d'élus, notamment de l'Association des maires de France et puis aussi du gouvernement, d'avoir des polices municipales qui voient leurs prérogatives élargies. Et en l'occurrence, cet élargissement, il va porter sur l'exercice de compétences judiciaires. Elles auront la possibilité de constater un certain nombre de délits, comme l'occupation de halls d'immeubles, les ventes sauvettes et voilà, toute une catégorie de délits. D'ailleurs, dans le débat parlementaire, j'ai compris que les parlementaires allaient me demander d'étendre cette liste et le gouvernement y est évidemment favorable. Donc ça veut dire un pouvoir de constatation d'infractions accrues, mais pas d'enquête. Pas d'enquête. Elles pourront constater délivrer des amendes, des délits simples, voilà, et notamment au moyen de l'amende forfaitaire délictuelle, mais sur des délits qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Et donc c'est important. Il y a quand même une crainte, c'est de se dire, est-ce que ça ne va pas demain occasionner un recul de la police nationale et donc un recul de l'État? Non, absolument pas. On est vraiment sur des missions complémentaires. Donc c'est la possibilité de constater ces délits qui perturbent la tranquillité de nos concitoyens va permettre évidemment aux forces de police nationales, à la gendarmerie, de lutter contre la délinquance, la grande délinquance. Voilà. Il y a une vraie complémentarité. Il y a une vraie complémentarité. Et c'était une demande assez forte des élus d'avoir ces prérogatives élargies sur le champ judiciaire. Mais encore une fois, pour constater des infractions, des délits, on va dire, je vous l'ai dit, mais simples, qui n'appellent pas d'acte d'enquête. Un détail qui n'en est pas un pour les élus qui sont concernés, le produit de ces amendes, l'argent, il ira dans la poche des communes ou dans la poche de l'État? Alors c'est un sujet qui sera évidemment débattu, mais pour l'instant il est reversé globalement aux collectivités territoriales. Je voudrais qu'on en vienne donc à cette question des refus d'obtempérer. Vous étiez vous-même hier en Loire-Atlantique pour dénoncer de nouveaux drames, puisque des policiers ont été blessés, 9 policiers en 24 heures, Loire-Atlantique, Seine-et-Marne, Val d'Oise notamment. Si on regarde les statistiques, c'est même un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, avec une hausse encore sur un an, plus 11%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en situation d'échec face à ces refus d'obtempérer? Non, ce n'est pas une question de situation d'échec. Effectivement, les refus d'obtempérer ont augmenté. On est à 28 200, c'est plus 11% par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas une situation d'échec, c'est un constat qu'il y a de moins en moins de respect de l'autorité dans notre pays et qu'il faut la réaffirmer. C'est un fait de société, vous diriez? Vous savez, le choc d'autorité, on en a besoin à tous les étages, les policiers et les gendarmes. Et donc le ministre de l'Intérieur, qui est leur patron, nous sommes en dernier idiot. Bon, on constate effectivement qu'il y a de moins en moins en tout cas, beaucoup de personnes s'arrêtent, mais les personnes qui refusent de s'arrêter suite à injonction d'un gendarme ou d'un policier sont de plus en plus nombreuses et surtout peuvent mettre en danger la vie d'autrui. Sur ces 28 200 refus d'obtempérer, il y en a plus d'un tiers qui comportent une mise en danger de la vie d'autrui. C'est ce qu'on a vu hier à Nantes, où un véhicule qui avait refusé d'obtempérer a été poursuivi pendant près d'une demi-heure pour finalement faire demi-tour et foncer sciemment sur un véhicule de police avec 3 fonctionnaires blessés et un procureur qui a ouvert pour tentative d'homicide. Donc voilà, donc la réponse qu'on apporte, c'est d'abord la fermeté. Il y aura toujours des poursuites quand il y a des refus d'obtempérer. Il y a une instruction très ferme, très claire que j'assume. Bien sûr, à charge aux policiers et aux gendarmes de s'assurer des conditions de sécurité, évidemment, mais l'engagement est systématique et surtout, les parquets répondent très fermement. On l'a vu hier avec cette poursuite pour tentative d'homicide volontaire. Quand on dit toutes les 20 minutes un refus d'obtempérer, ça veut dire que possiblement, cette nuit, ces dernières heures, encore, il y a eu de nouveaux incidents. Il y en a eu 2 cette nuit, oui, je vous confirme. Il y a eu 2 Saint-Cyr-l'École et Toulouse. Avec Toulouse, un refus d'obtempérer. À Toulouse, non, mais à Saint-Cyr-l'École, on a un policier municipal qui est légèrement blessé. Et pour Toulouse, c'est une prise en charge qui s'effectue à Toulouse et qui se termine à Carcassonne. 94 km de course-poursuite. Est-ce que vous en savez plus sur les circonstances, justement Non, je ne connais pas les circonstances, ça s'est produit dans la nuit. Mais vous savez, les refus d'obtempérer, c'est toujours la même chose. Ce sont des véhicules qui sont soit volés, soit mal immatriculés, ou soit correctement immatriculés, mais avec des individus qui ont des choses à se reprocher, soit qui conduisent sans permis, sans assurance, ou qui transportent des produits stupéfiants. Vous savez, systématiquement, ils ont des choses à se reprocher. Hier à Nantes, c'était un véhicule qui était faussement immatriculé. Donc voilà, on peut penser que derrière, il y avait d'autres infractions. Mais en tout cas, notre réponse, ça sera toujours
très ferme. Et évidemment, on fait attention aussi à l'intégrité physique des policiers, parce que dans ces affaires-là, moi, c'est tout ce qui m'importe. L'intégrité physique des policiers et des gendarmes. Et donc, il faut engager ces poursuites avec beaucoup de prudence. Pardon ? Ça veut dire combien sur une année? 9 policiers blessés en 24 heures? C'est-à-dire que quand on regarde sur une année, combien de policiers et gendarmes sont blessés par ces refus d'obtempérer? Les policiers et les gendarmes blessés d'une manière générale, je n'ai pas le détail sur les refus d'obtempérer, mais d'une manière générale, qui sont blessés en mission et principalement du fait de l'activité notamment d'un tiers, donc c'est 12 000 policiers et gendarmes qui sont blessés. Rien que pour 2025, et c'est en légère augmentation. Donc c'est inquiétant, évidemment, mais ça n'enlève rien à leur engagement, à leur détermination. Vous disiez fermeté. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, nécessité d'être encore plus ferme? La loi, elle a déjà été durcie en 2022. On voit que ça ne suffit pas à enrayer le phénomène. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Vous avez dit hier, pas de changement de doctrine. Est-ce qu'il est inutile de regarder ce qui se passe ailleurs, au Royaume-Uni, aux États-Unis, où il y a d'autres méthodes, d'autres pratiques? Non, il y a d'autres méthodes, notamment au Royaume-Uni. Donc, il y a beaucoup de désinformation sur la méthode des États-Unis qui consiste, notamment pour les deux roues, à les faire chuter, etc. Mais c'est vraiment dans des cas extrêmement limités. Et en tout cas, on peut difficilement aller plus loin qu'engager systématiquement des poursuites et que de poursuivre des poursuites physiques des véhicules et de poursuivre pénalement. On peut difficilement aller plus loin sans engager l'intégrité physique des fonctionnaires et de police et des militaires de la gendarmerie, c'est important, et en les protégeant évidemment de poursuites pénales, qui pourraient être dirigées contre eux-mêmes malheureusement. Donc voilà, il y a une fermeté en tout cas dans la doctrine qui a changé l'année dernière, je tiens à le dire. Donc il y a eu une instruction qui a été co-signée par le préfet de police, les deux directeurs généraux, pour poursuivre systématiquement, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et ça ne changera pas, on a bien compris. Vendredi, chez nos confrères de France Inter, vous étiez interrogé également sur votre éventuelle future visite en Algérie. Vous avez indiqué attendre, je vous cite, des bougies très forts sur deux sujets, notamment à la reprise des Algériens qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, ainsi que la situation de notre compatriote Christophe Glaise. Il se trouve qu'hier matin, sur ce plateau, Ségolène Royal, qui s'est rendue elle-même en Algérie la semaine dernière, vous a interpellé à ce sujet. On l'écoute. Il faut y aller, mais c'est évident. Parce que quand on pose des conditions, c'est qu'on ne veut pas y aller. Donc il est encore sous la coupe peut-être de l'influence de son prédécesseur, de Bruno Retailleau. Il faut que le ministre de l'Intérieur aille sur place. Il est attendu. Qu'est-ce que vous répondez à Ségolène Royal? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à vos conditions pour aller en Algérie? Non, je ne renoncerai pas à mes conditions. D'abord, la mission de Ségolène Royal, c'est une mission qu'elle a effectuée, j'allais dire à titre personnel, non, mais en tout cas pas pour le compte du gouvernement français, d'une part. D'autre part, je crois qu'on a suffisamment tendu notre main pour qu'il n'y ait pas de suspicion que je sois sous la coupe de mon prédécesseur, pour lequel d'ailleurs j'ai une très grande estime. Donc voilà, et puis troisièmement, qu'est-ce qu'on a demandé? On a posé des conditions qui sont minimalistes. On a demandé qu'on donne de nouveau des délivrances de laissez-passer et que les étrangers en situation irrégulière algériens puissent être de nouveau accueillis, qu'au moins le flux se réamorce. Ça n'est pas le cas. Mais vous ne croyez pas que c'est en allant en Algérie que vous permettriez que le flux des OQTF reprenne? Non, à date, voilà, on a posé ce sont des conditions minimalistes pour ce qui est des OQTF. Et puis évidemment, il y a la situation de Christophe Glaise aussi qui nous préoccupe beaucoup. Mais voilà, donc j'attends qu'il y ait une évolution sur ces sujets. Et puis je me rendrai à ce moment-là en Algérie. Vous savez, j'ai bon espoir. Je sais que j'irai, mais il faut qu'il y ait une amorce, il faut qu'il y ait une progression dans les laissez-passer. Rien n'est prévu pour le moment. Je sais que j'irai au final parce qu'on ne peut pas continuer à être dans cette absence de relation. D'ailleurs, les discussions techniques sécuritaires, elles ont reprise. Un tout dernier mot très rapidement. On est à quelques semaines des élections municipales. Il y a des craintes sur le nombre d'assesseurs. La semaine dernière, sur ce plateau, le candidat RN à Marseille disait craindre même des problèmes dans l'ouverture des bureaux, des fraudes. Est-ce que vous avez la certitude, la garantie que ces élections se dérouleront sans aucun accroc nulle part? On y travaille d'arrache-pied. On y travaille d'arrache-pied avec toutes les équipes du ministère de l'Intérieur, les préfectures et puis les communes aussi, qui sont en charge évidemment aussi de l'organisation. Et donc voilà, on n'a pas d'inquiétude particulière. Cette année, il y a un nouveau scrutin qui va se mettre en place, donc à Lyon, à Paris, Lyon, Marseille, avec plusieurs scrutins. Voilà, donc ce sont des choses qu'on a gérées par le passé en 2021 avec des départementales, des régionales. Donc voilà, on n'a pas d'inquiétude particulière. Ça veut dire plus d'assesseurs, plus de bureaux, une organisation matérielle évidemment, mais les élus s'y préparent, accompagnés évidemment par toutes les préfectures partout en France. Et pour ce qui est des fraudes, je rappelle qu'il y a une surveillance assez massive qui est faite des bureaux, et notamment pour les grandes villes avec la présence de magistrats assez régulièrement qui peuvent se déplacer. Merci Laurent Nunez, merci Adrien Gindre.